Europe 1. Le journal de 6h, Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Est-ce un pas de plus vers la résolution du conflit entre l'Ukraine et la Russie? Donald Trump assure avoir commencé les préparatifs d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Rencontre qu'aurait accepté le président russe, à laquelle le président ukrainien se dit prêt et qui pourrait se tenir d'ici 2 semaines. C'est ce qui ressort de la réunion qui s'est tenue hier soir à la Maison-Blanche entre les dirigeants américains, ukrainiens et européens. Un sommet jugé important par tous les participants, Alexis de la Fontaine. Oui, cette journée marquera un tournant dans le conflit ukrainien, affirme Emmanuel Macron à la sortie de la Maison-Blanche. Pendant plus de 2 heures, Européens, Américains et Ukrainiens ont abordé les questions militaires, territoriales et sécuritaires, mais aussi le rôle de l'OTAN et des alliés occidentaux pour garantir une paix durable. L'autre question majeure a été la sincérité de Vladimir Poutine. Et sur ce point, Donald Trump fait confiance au président russe. Le président Poutine a indiqué que la Russie acceptera les garanties de sécurité pour l'Ukraine. C'était un point capital pour nous et maintenant nous allons en parler à nouveau pour savoir qui fait quoi. Je suis optimiste à l'idée qu'ensemble on puisse aboutir à un accord qui empêchera une future agression de l'Ukraine. De son côté, Emmanuel Macron reste méfiant vis-à-vis de Vladimir Poutine. Les engagements de non-agression de la Russie ne valent rien. Elle l'a écrit, elle l'a signé, elle l'a ratifié en 2004, elle a fait le contraire 10 ans plus tard. Donc là, les Ukrainiens, ils ont besoin, pas de déclaration de principe, ils ont besoin de substance. Pour obtenir ces garanties, les réunions vont s'enchaîner dans les prochains jours. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine devraient se rencontrer prochainement avant une trilatérale avec Donald Trump d'ici la fin du mois et certainement un dernier sommet quadrilatéral avec les dirigeants européens. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 notait que les questions des concessions territoriales que pourrait exiger la Russie pour accepter la paix n'ont pas été abordées hier soir. Elles seront discutées entre Zelensky et Poutine lors de négociations bilatérales. Si les discussions venaient à échouer, Emmanuel Macron appelle d'ores et déjà à augmenter les sanctions contre Moscou. Il est 6h04, vous écoutez Europe 1 matin. C'est un trafic qui touche de plus en plus d'entreprises en France. Le vol de cuivre, l'une des priorités désormais de Bruno Retailleau. Il n'y a que la réponse sécuritaire et pénale qui viendra à bout de ce fléau. Voilà ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur au Figaro. Dans son viseur, des gangs venus des pays de l'Est qui dérobent et revendent à prix d'or ce métal contenu dans nos câbles électriques notamment. Première victime, les entreprises du bâtiment ou de télécommunications, mais aussi la SNCF. Son réseau ferroviaire est une cible privilégiée des voleurs, ce qui entraîne l'annulation de nombreux trains, surtout l'été. Jean-Baptiste Marty. Fin juin, 17 personnes sont interpellées après le vol de 189 tonnes de câbles de cuivre dans les Yvelines. Fin juillet, ce sont des kilomètres de câbles du réseau Télécom Orange qui sont retrouvés chez 3 suspects dans la région nantaise. Chaque jour, une vingtaine de vols sont recensés partout en France. Derrière ces actes, des réseaux issus de l'Europe de l'Est, très bien organisés, principalement venus de Roumanie, mais aussi de Serbie. À travers le cuivre, ils y voient un business très lucratif, jusqu'à 10 000 € la tonne. Conséquence, les vols se multiplient chez l'opérateur Orange. Ils ont été multipliés par 8 en 3 ans. Certaines municipalités sont même obligées de s'adapter. À Massy, par exemple, les câbles pour l'éclairage public ont été remplacés par des panneaux solaires. Un fléau que veut donc endiguer Bruno Retailleau. Le locataire de Beauvau entend renforcer la coopération entre la police et la gendarmerie dans les départements et installer davantage de caméras de vidéoprotection dans les communes. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. En Gironde, la condamnation hier de 2 motards impliqués dans un rodéo urbain qui avait coûté la vie à une jeune femme de 19 ans l'an dernier à Bassins. Les 2 prévenus âgés de 18 et 21 ans, déjà condamnés pour des délits routiers, ont été condamnés donc par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Une profonde tristesse, c'est ce qu'exprime l'évêque de Saint-Denis, monseigneur Étienne Guillet, après le saccage de 2 églises de son diocèse samedi. En plein week-end de l'Assomption, les statues de la Vierge Marie brisées au sol ont de quoi choquer les fidèles. Les curés des 2 paroisses ciblées, celles de Sainte-Marthe des 4 Chemins à Pantin et de Saint-Yves à la Courneuve, ont déposé plainte et ils sont toujours sous le choc. Alexis Bourdon. Oui, des chaises ont été cassées, plusieurs statues ont été renversées et brisées et des affiches ont été arrachées. François-Xavier Desgranges, curé de l'église Sainte-Marthe des 4 Chemins à Pantin, au micro de CNews. J'ai découvert un saccage énorme. Et la personne qui a fait ça, elle devait avoir une force très très grande. Tout était renversé, pas un espace était intact.
Donc c'était assez impressionnant. Le suspect a été pris en flagrant délit et arrêté du côté de l'église Saint-Yves à la Courneuve. Selon les informations d'Europe 1, 25 fidèles ont été évacués et l'incident n'a pas fait de victimes. À l'arrivée des policiers, l'individu était armé d'un couteau suisse avec lequel il a menacé de mort les forces de l'ordre. Des renforts ont été nécessaires pour le maîtriser. Les 2 prêtres de Pantin et de la Courneuve ont porté plainte. De son côté, l'individu a été interné. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect serait un consommateur de crack en manque. Alexis Bourdon, notait que ce dimanche, l'évêque de Saint-Denis annonce présider la messe de l'église Saint-Yves de la Courneuve avant de se rendre ultérieurement à Sainte-Marthe de Pantin. Marion nous le disait, la canicule est finie, les pluies parfois orageuses reviennent dans le sud-est du pays. Oui, une bonne nouvelle pour nous, mais aussi pour les éleveurs et pour les agriculteurs, car la sécheresse a déjà mis les cultures et les cheptels à rude épreuve. Dans les vignes, par exemple, le manque d'eau freine le développement des grappes. L'Association des vins d'Alsace s'attend, par exemple, à 100 000 hectolitres de moins que l'an dernier. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est, Noé Chaillot. Dans les vignes d'Orschwihr, la sécheresse fait des dégâts. Des feuilles brûlées jonchent le sol, les grappes de raisin restent minuscules et la terre est dure comme de la pierre. Christian, viticulteur, s'inquiète pour les vendanges prévues début septembre. Les feuilles jaunissent, les raisins sont d'un vert assez foncé, presque bleuté. Ils restent petits, moins de jus, moins de récolte, moins de rentrée d'argent, moins de volume à vendre. Le viticulteur reste pourtant optimiste. Les quelques jours de pluie du mois de juillet ont redonné un peu de vigueur à ces 11 hectares de vignes en humidifiant les parcelles asséchées. Heureusement qu'il a plu une petite semaine, pas des quantités phénoménales, mais quand même c'est resté humide longtemps et l'eau a pu pénétrer sans y avoir trop d'évaporation. Donc la plante a pu prendre l'eau qui est tombée. Ça a stoppé plus ou moins l'impact sur les vignes. Mais si les températures restent élevées les semaines à venir, Christian craint de perdre jusqu'à 20% de sa récolte. Un manque à gagner important, surtout pour ses vins blancs, qu'il écoule chaque année à plusieurs milliers de bouteilles. Orschwihr, Noé Chaillot, Europe 1. Les conséquences du réchauffement climatique, la récolte du crément démarre aujourd'hui en Alsace où jamais les vendanges n'ont commencé si tôt dans l'année. Les vendanges, une idée de petit boulot, mais à Langon, dans le sud de la Gironde, la mairie a bien d'autres propositions. Oui, depuis 5 ans, cette municipalité propose aux jeunes de 16 à 17 ans d'effectuer 3 heures de travail pour 60 € par semaine. L'objectif est simple, acquérir une première expérience professionnelle, découvrir la valeur travail et se faire un peu d'argent de poche. Guillaume Dreschler. Pendant la semaine, Sarah travaille à la piscine de Langon. Elle est arrivée à 7h du matin. Quand j'arrive le matin, je nettoie la piscine avec des épucettes et tout. Ensuite, je nettoie les pédiluves s'ils sont sales. Et après, vers 8h30, je nettoie les vestiaires avec une équipe. J'arrive à 7h. Et je repars à 10h. À 16 ans, c'est sa première expérience professionnelle. Mon frère, il avait fait ça les années d'avant. Du coup, ma mère m'a motivée. C'est bien d'avoir un peu d'argent de poche, surtout quand on est jeune, pour s'acheter des vêtements et tout. Les 60 € sont récupérés en liquide à la fin de la semaine, mais ne parlez pas d'emploi saisonnier à Jean-Pierre Pointreau, responsable du dispositif et directeur des affaires scolaires, jeunesse et sport à Langon. Un saisonnier, il a 18 ans déjà, voilà, donc là il peut vraiment travailler et puis il travaille 35 heures semaine. L'argent de poche, ça leur permet juste de découvrir pendant une semaine sur 4 jours et 3 heures par jour tout ce que fait la commune pour les usagers. Moi je les considère comme des stagiaires quand ils sont argent de poche, alors qu'un saisonnier, pour moi c'est un employé. Le but du jeu c'est de leur faire voir ce que c'est que la vie active. Cantine scolaire, entretient des espaces verts. Cet été, 13 jeunes participent à ce genre de mission à la semaine et l'initiative de Langon, qui n'est pas inédite, a déjà suscité l'intérêt de communes limitrophes. À Langon, Guillaume Dreschler pour Europe 1. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.